Quand la nouvelle est tombée, une grande partie de l'Afrique a voulu y voir un miracle. La Chine ouvrait son marché à 53 pays africains avec zéro droit de douane. Café, cacao, coton, agrumes, vignes, minerais, produits agricoles transformés, textiles. Soudain, tout semblait possible. Dans les ministères, on parlait déjà de contrats. Dans les journaux, on annonçait une nouvelle ère. Dans les cercles d'affaires, certains voyaient une autoroute vers le plus grand marché de consommateurs de la planète. Mais à Ouagadougou, Ibrahim Traoré ne s'est pas levé pour applaudir. Il a regardé le rapport. Puis, il a regardé la carte. Une porte venait de s'ouvrir. Oui, mais son inquiétude était ailleurs. Si aujourd'hui, on ouvre la porte aux marchandises africaines, demain, qui contrôlera la route? Les ports et les crédits, les assurances, les normes, les entrepôts et les prix. C'est là que le piège devenait visible. Traoré ne rejetait pas le commerce avec la Chine. Il ne fermait pas la porte à Pékin. Il refusait simplement que le Burkina Faso entre dans une nouvelle dépendance avec le sourire. Car l'Afrique connaît déjà ses mots brillants partenariat et développement, aide, réforme, sécurité, accès au marché. Chaque époque apporte son vocabulaire. Mais derrière les beaux mots, une question revient toujours qui gagne vraiment. Un ministre entra avec enthousiasme. Il parla du coton burkinabé, du sésame, du bétail, de l'or transformé, des produits agricoles capables de trouver une place en Chine. Pour lui, c'était une chance historique. Traoré l'écouta sans l'interrompre. Puis il posa une seule question. Si nous envoyons du coton brut et que nous rachetons demain des chemises fabriquées ailleurs, qui devient riche? La pièce s'est figée. En une phrase, Traoré venait de déplacer tout le débat. Le problème n'était plus seulement le tarif. Le problème était la valeur. Qui produit, qui transforme, qui transporte, qui finance, qui signe, qui contrôle, et surtout, qui reste pauvre pendant que les autres célèbrent l'ouverture du marché. Ce jour-là, Ibrahim Traoré traça une ligne rouge. Le Burkina Faso commercerait avec la Chine, avec l'Afrique et avec le monde. Mais il ne vendrait pas son avenir sous prétexte qu'une porte venait de s'ouvrir, et cette prudence allait bientôt provoquer une confrontation beaucoup plus profonde. Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, un dossier bleu arriva sur le bureau d'Ibrahim Traoré. Sur la couverture, quelques mots sobres, évaluation stratégique de la réforme tarifaire Chine-Afrique, dans d'autres capitales africaines. Ce document était accueilli comme une promesse de croissance. À Ouagadougou, Traoré le lisait comme un avertissement. Les premières pages semblaient pourtant rassurantes. La Chine annonçait l'élargissement de l'accès sans droit de douane à presque tous les pays africains ayant des relations diplomatiques avec Pékin. Une immense ouverture commerciale, des milliards de consommateurs potentiels, des secteurs entiers capables d'exporter davantage. Les experts parlaient déjà d'un tournant historique, mais plus Traoré avançait dans le rapport. Plus une autre réalité apparaissait. L'Afrique exportait encore principalement des matières premières. Le continent vendait du coton brut et rachetait des vêtements finis. Il vendait du cacao et importait du chocolat. Il exportait des minerais stratégiques, puis achetait des batteries, des machines et des technologies à des prix bien plus élevés. Derrière l'image du partenariat équilibré, le déséquilibre restait immense. Traoré referma un instant le dossier. Puis il demanda une réunion d'urgence. Quelques heures plus tard, et ministre, économiste, responsable agricole, représentant des coopératives, ingénieurs, logisticiens et producteurs locaux furent réunis dans une même salle. Beaucoup pensaient entendre un discours optimiste. Plusieurs imaginaient déjà une accélération rapide des exportations vers la Chine. Le ministre du Commerce prit la parole en premier. Il parlait vite. Il voyait une occasion historique pour le Burkina Faso. Plus de coton exporté, plus de sésame, plus de produits agricoles, plus d'investissements chinois, plus de contrats.
Mais au fond de la salle, un vieux tisserand de Bobo Dioulasso leva lentement la main. Exporter quoi? Le ministre sembla surpris. Du coton. Bien sûr. Ah. Le vieil homme fixa la table avant de répondre calmement. Du coton dans des sacs ou des vêtements portant notre nom. Le silence retomba immédiatement. Traoré regarda le tisserand avec attention. Parce qu'en quelques mots, il venait d'exposer le cœur du problème. Une réduction tarifaire ne change rien si le pays reste prisonnier du rôle de fournisseur brut. Une porte ouverte ne sert à rien si les autres contrôlent déjà les usines. Les ports, le transport maritime, les certifications de qualité, les crédits et les plateformes commerciales. La réunion se divisa rapidement en deux camps. Le premier voulait agir vite. Pour eux, le Burkina Faso devait profiter immédiatement de cette ouverture avant que d'autres pays prennent les marchés disponibles. Ils parlaient d'urgence économique, d'opportunités historiques, de nécessité d'attirer les acheteurs chinois sans perdre de temps. Le second camp appelait à la prudence. Ses conseillers craignaient que l'accès au marché chinois transforme simplement le Burkina Faso en fournisseur encore plus dépendant de matières premières. Ils redoutaient que les profits soient capturés par des intermédiaires étrangers pendant que les producteurs locaux resteraient pauvres. Ils craignaient aussi le retour des grands projets financés par la dette, présentés comme du développement mais capables d'enchaîner le pays pendant des décennies. Traoré écouta tout le monde sans interrompre personne. Puis il demanda un autre dossier, le dossier de la dette. Les pages détaillaient des prêts liés aux routes, à l'énergie, aux équipements, aux infrastructures et aux projets régionaux. Des clauses techniques, des calendriers de remboursement, des extensions possibles, des dépendances invisibles. L'atmosphère changea immédiatement. La dette est une chaîne silencieuse, dit Traoré lentement. Elle ne fait aucun bruit quand on la pose autour du cou d'une nation. Elle attend simplement le bon moment pour se resserrer. I feel ma. Un jeune économiste acquiesça. Il expliqua que l'opportunité chinoise était réelle, mais que l'asymétrie l'était aussi. Si le Burkina Faso se précipitait sans stratégie industrielle, le pays pourrait exporter davantage tout en restant faible. Traoré se leva alors et écrivit 3 mots sur un tableau. Marché sans capture. Il souligna la phrase une fois, puis il fixa la salle. Le Burkina Faso accepterait le commerce, mais pas la soumission économique. Pas un système où les richesses quittent le pays pendant que les emplois, les usines et les bénéfices restent ailleurs. Pas une politique où l'Afrique célèbre l'ouverture d'un marché sans contrôler ce qu'elle y apporte réellement. Et pendant que la réunion continuait, une idée devenait de plus en plus claire dans l'esprit de Traoré. La bataille qui arrivait ne serait pas militaire. Elle serait économique. 2 jours plus tard, la délégation chinoise arriva à Ouagadougou. Pas de démonstration militaire, pas de conférence agressive, pas de menaces visibles. Seulement des diplomates souriants, des experts commerciaux, des traducteurs, des représentants d'entreprises et des dossiers soigneusement préparés. Le message officiel était simple. La Chine voulait aider le Burkina Faso à profiter pleinement du nouvel accès sans droit de douane. Mais dès le début de la rencontre, quelque chose déstabilisa les visiteurs. Autour de la table ne se trouvaient pas uniquement des ministres. Traoré avait invité des producteurs de coton, des responsables de coopératives féminines, des techniciens, des jeunes ingénieurs, des représentants agricoles, et même le vieux tisserand de Bobo Dioulasso. Les Chinois s'attendaient à négocier avec des fonctionnaires. Ils se retrouvaient face à un pays entier. Le chef de la délégation chinoise prit la parole avec diplomatie. Monsieur le Président, cette réforme ouvre une opportunité historique pour l'Afrique et pour le Burkina Faso. Vos produits auront désormais un accès beaucoup plus facile au marché chinois. Ave? Traoré hocha lentement la tête. L'opportunité est réelle, répondit-il. Mais l'histoire nous a appris qu'une opportunité peut aussi devenir une dépendance si un pays dort pendant la négociation. Prasso. Le traducteur hésita une seconde avant de transmettre la phrase. L'atmosphère
changea immédiatement. Le représentant chinois conserva son sourire. La Chine respecte la souveraineté africaine. Aïe, Traoré répondit calmement. Alors parlons comme des partenaires souverains. Avri, puis il posa ses questions. La Chine était-elle prête à acheter des textiles transformés au Burkina Faso et pas seulement du coton brut? Les entreprises chinoises accepteraient-elles des usines détenues majoritairement par des Burkinabés? Le transfert de technologie serait-il écrit noir sur blanc dans les contrats? Les centres de certification seraient-ils installés au Burkina Faso? Les coopératives féminines pourraient-elles négocier directement avec les acheteurs? Plus les questions avançaient, plus la salle devenait tendue. Parce que Traoré ne parlait pas comme un dirigeant cherchant simplement des investisseurs, il parlait comme un homme essayant d'empêcher une nouvelle forme de contrôle économique. Le vieux tisserand se leva alors lentement. Dans ses mains, il tenait un morceau de tissu fabriqué à partir de coton burkinabé. Mon père travaillait déjà ce coton, dit-il doucement. Mon grand-père aussi. Depuis des générations, notre coton quitte l'Afrique pauvre, puis revient sous forme de vêtements trop chers pour nos familles. Si votre marché est ouvert, ouvrez-le aussi à ce que nos mains peuvent terminer, pas seulement à ce que notre terre peut produire. Aïe! Le silence devint lourd. Même certains membres de la délégation chinoise baissèrent les yeux pour prendre des notes. Puis une femme, représentant une coopérative de beurre de karité, prit la parole à son tour. Nous ne voulons plus être des figurantes dans les contrats signés par les élites. Les femmes produisent, transforment et emballent. Pourtant, quand les grands accords arrivent, nous disparaissons des discussions. Elie Traoré se tourna vers ses ministres. Aucun accord commercial ne sera considéré comme national si ceux qui produisent réellement restent exclus. Ah! Les diplomates chinois comprenaient désormais que cette réunion était différente. Très différente. Ce n'était pas seulement une négociation économique. C'était un message politique. Le Burkina Faso voulait commercer avec Pékin sans devenir dépendant de Pékin, et derrière cette position, une autre vérité apparaissait. La doctrine de Traoré ne visait pas uniquement la Chine, elle visait tous les grands pouvoirs étrangers, qu'ils viennent de l'Est ou de l'Ouest. Après la réunion officielle, Traoré demanda un entretien plus discret avec le chef de la délégation chinoise. Les deux hommes restèrent quelques minutes près d'une fenêtre donnant sur une rue poussiéreuse de Ouagadougou. Le diplomate chinois parla avec prudence. Certains pourraient interpréter votre méfiance comme un refus de coopération. Aïter. Traoré regarda les enfants sortir d'une école voisine avant de répondre. Nous ne refusons pas la coopération. Nous refusons simplement d'échanger un ancien maître contre un nouveau gestionnaire. Ah! Le silence retomba. Puis, il ajouta une phrase que plusieurs personnes présentes n'oublièrent jamais. Le Burkina Faso n'est pas anti-Chine. Le Burkina Faso est anti-soumission. Alam. Et, ce jour-là, Pékin comprit qu'Ibrahim Traoré n'était pas en train de négocier un simple accord commercial. Il essayait de redéfinir la manière dont l'Afrique devait parler au monde. Le soir même, après le départ de la délégation chinoise, Ibrahim Traoré convoqua une nouvelle réunion stratégique. Cette fois, l'ambiance était plus lourde. Les sourires du matin avaient disparu. Les ministres comprenaient désormais que le véritable combat ne concernait pas les droits de douane. Il concernait le contrôle de la chaîne entière production. Transformation. Financement. Transport. Technologie et influence politique. Traoré demanda qu'on affiche au mur la liste complète des secteurs capables d'exporter vers la Chine. Le coton apparut en premier, puis le karité, le sésame, les mangues transformées, le cuir, les produits agricoles, les bijoux en or, certains composants industriels et même des projets d'assemblage solaires régionaux. À première vue, la liste semblait prometteuse. Mais Traoré posa une autre question. Combien de ces secteurs possèdent aujourd'hui une vraie capacité de transformation nationale? Un silence inconfortable envahit immédiatement la salle. Les experts commencèrent à répondre secteur par secteur. Trop peu d'usines,
Trop peu de centres de qualité, trop peu d'emballages modernes, trop peu de financement industriel local, trop peu de chaînes logistiques contrôlées par le Burkina Faso. Et surtout, trop peu de maîtrise technologique. Presque chaque ligne du tableau finit marquée en rouge. Traoré fixa longuement ses marques rouges. Voilà la réalité que les discours triomphants ne montraient jamais. Un marché peut s'ouvrir, mais seuls les pays préparés peuvent réellement y entrer avec puissance. Les autres deviennent simplement des fournisseurs bon marché dans un système contrôlé ailleurs. Voilà où commence la vraie bataille, déclara-t-il. Certains ministres semblaient découragés. Un conseiller économique murmura que construire des usines et des capacités industrielles prendrait des années. Traoré répondit immédiatement. Alors nous avons déjà perdu trop de temps. Puis, il lança ce qui allait devenir la doctrine économique souveraine du Burkina Faso. Première règle, aucune grande expansion commerciale sans transformation locale. Deuxième règle, aucun contrat donnant à des intérêts étrangers le contrôle total des zones stratégiques de production. Troisième règle, aucun projet financé par la dette sans transparence complète. Quatrième règle, protéger la sécurité alimentaire avant de courir derrière les exportations. Cinquième règle, placer les producteurs, les coopératives et les travailleurs au centre des accords commerciaux. Et sixième règle, coopérer avec le monde, sans abandonner le contrôle national. Pendant plusieurs heures, la salle travailla sans interruption. Les discussions devinrent techniques. Zone de transformation du coton, centre de conditionnement agricole, formation industrielle pour les jeunes, coopérative féminine intégrée aux exportations, laboratoire de certification, transparence des contrats, coordination logistique avec les pays voisins. Mais plus le plan prenait forme, plus les résistances commençaient déjà à apparaître. Certains hommes d'affaires influents espéraient des accords rapides et des profits immédiats grâce aux exportations brutes. Les nouvelles exigences de Traoré menaçaient leurs intérêts. Désormais, les contrats devraient inclure la transformation locale, des audits, des obligations sociales et des mécanismes de contrôle national. Autrement dit, les affaires faciles devenaient plus compliquées. Les premières attaques commencèrent presque immédiatement. Sur les réseaux sociaux, des comptes anonymes accusèrent Traoré de bloquer les opportunités économiques, d'autres prétendaient qu'il détestait les investisseurs étrangers. Certains allèrent plus loin encore selon eux. Le Burkina Faso risquait de perdre les financements chinois si les négociations ralentissaient. Ces rumeurs commencèrent à circuler dans les marchés, les radios et les universités. Un jeune commerçant déclara lors d'une émission locale: La souveraineté ne nourrit pas les familles. I know. Quand cette phrase arriva jusqu'à Traoré, plusieurs conseillers lui recommandèrent de répondre durement. Mais il refusa. Cet homme se trompe, dit-il calmement. Mais il exprime aussi la peur de millions de pauvres. Nous devons lui répondre avec des résultats, pas avec de la colère. Aïe. Le lendemain, Traoré visita discrètement une coopérative cotonnière. Assis sous un hangar métallique, entouré de producteurs fatigués par des années de difficultés économiques, il écouta leurs inquiétudes. Un agriculteur parla sans détour. Monsieur le Président, si la Chine veut acheter maintenant, pourquoi attendre? Nous avons besoin d'argent immédiatement. Ah là. Traoré prit une poignée de coton dans sa main. Regardez ceci, dit-il. Beaucoup voient seulement une récolte. Moi, je vois un uniforme scolaire, un drap d'hôpital, une usine, un emploi, un salaire et une industrie nationale. Si nous vendons seulement le début de l'histoire, d'autres vendront toujours la fin, beaucoup plus cher. Aïe. Les producteurs restèrent silencieux. Puis une vieille femme prit la parole doucement. Alors le problème n'est pas de vendre, mais de savoir combien de notre avenir part avec chaque camion. Asuna, Traoré la regarda avec respect, parce qu'elle venait de résumer toute sa stratégie en une seule phrase. Et pendant que les élites débattaient de commerce international, lui essayait déjà de préparer autre chose, une économie capable de commercer sans disparaître derrière les intérêts des autres puissances.
Quelques semaines plus tard, Ibrahim Traoré décida de parler directement à la nation. Mais il choisit soigneusement le lieu de son discours. Pas le palais présidentiel, pas un ministère, pas une salle luxueuse destinée aux diplomates étrangers. Il se plaça au milieu d'un ancien atelier textile abandonné. Autour de lui, les machines couvertes de poussière rappelaient des années de désindustrialisation. Derrière lui se tenaient des ouvrières, des producteurs de coton, des mécaniciens, des étudiants en formation technique et des représentants de coopératives féminines. Sur une table, 2 objets avaient été placés volontairement, un sac de coton brut et une chemise fabriquée localement. Lorsque les caméras commencèrent à tourner, Traoré prit le coton dans ses mains. Pendant des générations, déclara-t-il, l'Afrique a exporté ceci. Puis il souleva lentement la chemise. Et elle a racheté ceci beaucoup plus cher. Isé. Le silence envahit immédiatement l'atelier. Traoré continua sans hausser la voix. La Chine a ouvert une porte commerciale importante. Nous ne rejetons pas cette réalité. Nous ne refusons pas le commerce parce qu'il vient de l'Est. Mais nous refusons aussi de nous agenouiller devant une opportunité simplement parce qu'elle semble généreuse. Azu. Dans plusieurs villes du pays, les radios commencèrent déjà à diffuser le discours en direct. Puis vint la phrase qui transforma l'intervention en événement politique continental. Nous n'échangerons pas une dépendance contre une autre. Oh non! Les mots frappèrent immédiatement l'opinion publique. Dans les marchés, les universités, les administrations et les casernes, la phrase circula comme un slogan, parce qu'elle ne visait pas seulement la Chine, elle visait toute l'histoire économique de l'Afrique. Traoré poursuivit alors son raisonnement. Il expliqua que les puissances étrangères changent souvent de langage selon les époques. Un siècle parle de civilisation, un autre parle de réforme, puis viennent la sécurité, l'aide, les partenariats stratégiques ou les marchés ouverts. Mais derrière les mots, la question reste toujours la même, qui contrôle réellement la richesse produite. Le président burkinabé annonça ensuite le lancement officiel du plan national de valorisation industrielle. Des zones de transformation du coton devaient être modernisées. Les coopératives féminines de carité recevraient un accès direct à certaines négociations commerciales. Des laboratoires de certification seraient installés localement. Des centres de formation technique pour les jeunes devaient ouvrir progressivement dans plusieurs régions. L'objectif n'était pas seulement d'exporter plus. L'objectif était de garder davantage de valeur au Burkina Faso. Mais pendant que le discours gagnait en popularité auprès d'une partie de la population, les résistances devenaient plus agressives. Certains groupes économiques commencèrent à faire pression discrètement contre la doctrine de Traoré. Pour eux, les nouvelles règles rendaient les affaires trop compliquées. Ils préféraient les exportations rapides, les contrats opaques et les profits immédiats. Des rumeurs commencèrent alors à circuler plus violemment. Selon certains médias étrangers, le Burkina Faso risquait d'effrayer les investisseurs internationaux. D'autres affirmaient que la Chine pourrait réduire ses engagements économiques si Ouagadougou insistait trop sur les conditions de souveraineté. Même à l'intérieur du pays, la peur progressait. Des commerçants demandaient pourquoi ralentir les accords, alors que l'économie souffrait déjà. Certains jeunes répétaient une phrase devenue virale. La dignité ne paie pas les factures. I love. Traoré connaissait ce danger. Parce qu'une nation pauvre peut facilement être poussée à accepter n'importe quel accord lorsqu'elle se sent désespérée. C'est pour cela qu'il intensifia ses déplacements. Dans une coopérative agricole, un producteur lui demanda directement « Monsieur le Président, et si nous perdons cette opportunité ?» Traoré répondit immédiatement « Le vrai danger n'est pas de perdre une opportunité. Le vrai danger est de signer un système qui appauvrit encore nos enfants pendant 50 ans. » Even. Puis il montra un camion chargé de coton brut, prêt à quitter la région. Regardez bien ce camion. Beaucoup pensent qu'il transporte seulement une récolte. Mais parfois, un camion transporte aussi des emplois perdus, des usines qui ne naîtront jamais et une richesse qui ne reviendra pas. Papo, apapo, 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 apapo,
Apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, apapo, etapo, 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 etapo. Ces images commencèrent à marquer les esprits. Petit à petit, le débat changea dans le pays. Les gens commencèrent à comprendre que le problème n'était pas seulement le commerce avec la Chine, le problème était la place que l'Afrique voulait occuper dans l'économie mondiale. Exporter sans transformer signifiait rester faible. Vendre sans contrôler signifiait dépendre. Signer sans comprendre signifiait abandonner l'avenir. Et pendant que les critiques continuaient de se multiplier, Ibrahim Traoré préparait déjà une étape encore plus symbolique, prouver qu'un autre modèle économique africain pouvait exister, même à petite échelle. Parce qu'il savait qu'un discours seul ne suffit jamais. Il fallait désormais montrer des résultats visibles. Quelques mois plus tard, un événement discret se produisit au Burkina Faso. Aucune cérémonie gigantesque, aucun tapis rouge, aucun sommet international. Pourtant, pour Ibrahim Traoré, ce moment avait plus de valeur qu'un long discours diplomatique. Dans une zone industrielle modeste, près de Ouagadougou, plusieurs conteneurs étaient prêts à partir vers l'exportation. Mais cette fois, ils ne transportaient pas simplement du coton brut. Ils transportaient des textiles fabriqués au Burkina Faso. Le coton avait été cultivé localement. Les tissus avaient été transformés sur place. Les vêtements avaient été cousus par des ouvrières burkinabés. Les machines avaient été réparées par de jeunes techniciens formés récemment. Une partie de la production venait même de coopératives féminines intégrées au nouveau programme économique national. Le volume restait modeste. Cela ne transformait pas encore l'économie du pays. Mais pour Traoré, l'essentiel était ailleurs. Le Burkina Faso commençait enfin à vendre davantage que sa matière première. Une jeune couturière s'approcha du président pendant le chargement des conteneurs. « Monsieur le Président, est-ce que la Chine achètera vraiment ces produits ?» Traoré regarda quelques secondes les cartons avant de répondre calmement. « Peut être la Chine. Peut être l'Afrique. Peut être le monde entier. Mais la vraie victoire commence ailleurs. » Ellie, oh mon non. La jeune femme sembla surprise. Alors il ajouta, « Pendant trop longtemps, nous avons seulement demandé qui achèterait nos ressources. Maintenant, nous devons demander qui respectera notre travail. » Hamlet. Hamlet. Cette phrase circula ensuite dans tout le pays, parce qu'elle résumait parfaitement sa vision. Traoré n'appelait pas l'Afrique à fermer ses frontières. Il ne demandait pas de rejeter la Chine. Il ne prêchait pas l'isolement économique. Son message était plus difficile. Il demandait à l'Afrique d'entrer dans le commerce mondial sans abandonner sa dignité. Pour lui, la vraie souveraineté ne consistait pas seulement à résister militairement ou politiquement, elle consistait aussi à lire les contrats, contrôler les infrastructures stratégiques, former les travailleurs, protéger les producteurs locaux et empêcher que toute la richesse quitte encore le continent sous forme brute. Ce soir-là, devant les machines désormais actives de l'atelier textile, Traoré adressa un dernier message à la nation. « Chaque époque apporte une nouvelle manière de contrôler les peuples, » déclara-t-il. Ir. Cela s'appelait civilisation. Ensuite réforme. Ensuite aide. Ensuite sécurité. Aujourd'hui, cela peut s'appeler accès au marché ou partenariat stratégique. Certains accords peuvent être utiles. Certains peuvent aider l'Afrique à grandir. Mais une nation libre doit toujours poser la même question: à quel prix? Puis il marqua une pause. Oui, nous commercerons avec le monde. Mais nous ne vendrons pas notre avenir pour acheter quelques années d'illusion. Hydra, Hydra. Dans plusieurs pays africains,
Ses paroles furent reprises, critiquées, débattues. Certains le considéraient comme trop méfiant, d'autres voyaient enfin un dirigeant africain capable de parler d'économie avec le langage de la souveraineté. Mais une chose devenait claire. Quand la Chine avait ouvert la porte de son marché à l'Afrique, beaucoup avaient vu une opportunité commerciale. Ibrahim Traoré, Loï, avait vu une question beaucoup plus profonde. Qui contrôle la route menant à cette porte? Et pour lui, l'avenir du Burkina Faso dépendait entièrement de la réponse.